Salut à tous, c'est Pangda chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva. On est toujours avec Damli Pasco. Salut Lily. Salut Pank, heureuse d'être là de nouveau. Yes, moi aussi. Et on continue notre dimanche qui va être donc le dernier jour du cours avancé de 1972. On est arrivé donc sur un élément où il faisait pas mal de références à un médecin qui s'appelle, un docteur en tout cas, Alexander Cannon, qui a mentionné que on pouvait avoir des contrôles entre guillemets du cœur, etc., etc. On en a parlé la semaine dernière avec tout ce qui est yogi et tout, toutes ces personnes qui le font. Et on vous a aussi prévenu, rappelé que par exemple, il y avait Randy qui avait fait tout un challenge autour pour débunker un petit peu les personnes qui parfois vendent des choses qui ne sont pas vraies, ils le savent, et parfois ils ne le savent pas. Et en fait, il t'explique d'un point de vue scientifique comment le phénomène se passe. Alors, là, il est sur distorsion du temps et application à l'éducation. La conception du temps est remise en question, surtout au niveau alpha, considéré comme un niveau psychique. Alors, on va s'arrêter là. Pour les personnes qui font de l'hypnose, vous connaissez le principe de distorsion de temps. Très souvent, quand vous allez faire des sessions d'hypnose, et alors avec la méthode Silva, quand vous allez être en alpha, il y a des distorsions de temps qui sont possibles. C'est pour ça que certains hypnos, moi en l'occurrence, je dis souvent, si vous n'avez pas l'habitude, mettez-vous un timer. Ou avec la méthode Silva, ce qui est cool, c'est que vous pouvez avoir aussi des bandes audio comme celle de la méditation du matin et du soir que Lee, elle propose. Et on sait que on a un timing d'à peu près 20 minutes. 20 minutes, c'est cool. Mais il y a des moments, on se dit, je pars 20 minutes, et on part dans une transe qui est en fait plus de l'alpha, mais du θ. On n'est pas vraiment endormi, on le sait qu'on n'est pas endormi, mais on n'est pas vraiment conscient. Donc, du coup, ça ne nous sert à rien. On vient, on fait, ah ouais, ça fait 40 minutes alors qu'on avait prévu d'y aller 20. Et c'est pas toujours hyper simple. C'est pour ça que José, d'ailleurs, il avait l'idée de se dire, les gars, restez en alpha, parce que si vous passez en θ, vous allez très certainement switcher et ne plus vous rendre compte. Vous n'allez plus être dans du mind control. Vous allez être contrôlé par l'esprit. C'est plus le contrôle de l'esprit, mais c'est l'esprit qui vous contrôle à ce moment-là. C'est votre transe qui va vous contrôler plutôt que vous qui devez aller vers cette capacité à gérer votre niveau alpha et votre niveau θ. Donc, cette notion de distorsion de temps, elle est hyper marquante. Et n'oubliez pas, la distorsion de temps, ça peut être quelque chose qui semble rapide, qui prend du temps, ou inversement, quelque chose qui paraît long, qui passe rapidement. Ça, c'est toujours intéressant. Et déjà, c'est en Silva depuis le premier jour, parce que quand on visite son lieu idéal de relaxation, pour l'instructeur, on dit, voilà, donc projette-toi, blablabla, et le temps qu'on arrête en silence est 30 secondes. OK, on parle un petit peu plus, donc maximum 40. Et quelquefois, je demande aux gens, combien de temps est-ce que tu crois que tu passes dans ton lieu idéal de relaxation? Et normalement, c'est 3 minutes. Pendant que si c'était vraiment 3 minutes, ils seraient là, on dirait, mais qu'est-ce qui se passe? mais c'est quand même, c'est une suggestion. Parce qu'on dit, quand tu entendras de nouveau ma voix, ça serait comme si 1 heure s'est passée à ce niveau de conscience. Donc, on a toute 1 heure pour en profiter, etc. Mais là, c'est déjà un très bon exemple de distorsion du temps en Silva. Complètement. Et très souvent, je reprends le 303, hein, le fameux. L'après-midi du 303, le 45 minutes, il y en a, ils ne le voient pas en 45 minutes, hein, parce que ils roupillent à moitié. Bon, ils sont en θ, hein, mais ils semblent roupiller à moitié. Et ils font, ah, c'est déjà fini. Oui, mais ça fait 45 minutes, en fait. Hein. Ah ouais? Ah ben, j'ai pas eu l'impression. C'est normal. Et cette distorsion, elle est marrante, parce que souvent, Lee, elle va interroger, elle dit, bah alors, vous pensez que ça a duré combien de temps? 20 minutes, 15 minutes, bah, comme d'habitude. 45 minutes. Ah ouais? Ouais, mais tu digères en même temps. Hein, donc, oui. C'est assez rigolo. Donc, distorsion de temps, vous connaissez tous. Hein, c'est très classique dans les. Alors, j'aime pas ce mot-là, mais dans les états modifiés de conscience, ce que les gens aiment appeler états modifiés de conscience. Il semble que
c'est quelque chose que nous avons créé, que nous avons conçu pour fonctionner ou décomposer le mouvement du soleil sur une période de journée. Bon, ça, c'est José qui dit ça. Le temps est perçu comme une construction humaine. Et les expériences sont liées à des impressions dans votre cerveau, non pas en relation avec le temps soi-disant. Alors, ça, c'est hyper intéressant historiquement. Parce que vous savez qu'on a créé les horloges et les horaires à cause des trains. À cause des trains aux États-Unis. Oui, j'ai vu ça tout récemment. Non, en Angleterre, pas les États-Unis quand même, au départ, oui. Ouais, mais je crois, non, c'est surtout. Il y a des longues distances, oui. Exactement, Voilà. exactement. Oui, et en fait, c'est devenu. C'est le anniversaire des trains et justement, il y a des vidéos partout. J'ai vu à peu près la même chose. Je ne le savais pas. Hein? C'est fascinant. C'est génial, hein? Et c'est vrai qu'en fait, il semble. Alors après, nous, ça nous paraît tellement pas cohérent parce que nous, on a tous grandi et été éduqués à l'école commence à telle heure, elle finit à telle heure, tu déjeunes à telle heure, tu te lèves à telle heure, tu te couches à telle heure, etc. Et apparemment, avant les trains, il n'y avait pas ça. C'est je viendrai dans la journée. Je ne sais pas ce qu'ils se disaient en fait. C'est très bizarre comme concept parce que le temps, c'est vrai que c'est quelque chose de subjectif. On s'est dit à un moment, une heure, c'est une heure. Bon, après, il y a des calculs qui sont clairs avec le soleil, il n'y a pas de problème, mais ça reste, nous, une perception subjective. L'exemple qu'on donne toujours par rapport au temps, c'est tu es en train de surfer. Bon, je donne le surf parce que j'ai une autre image en tête, mais le surf, c'est sympa. On surfe, on se fait renverser, on est dans une vague, et il y a une deuxième vague qui arrive et on a l'impression que ça dure un temps monstre, on a l'impression qu'on se noie tellement il y a d'eau, alors qu'en fait, il y a 15 secondes qui est passé. Mais entre la panique, entre le fait d'avoir perdu la maîtrise de son surf, qu'est-ce qui va se passer? Voir une autre vague arriver, le stress qui arrive, on a l'impression que ça dure super longtemps, alors que dans les faits, c'est court. Et inversement, vous passez un super moment, vous vous amusez, tout se passe bien, vous avez l'impression clairement qu'il n'est pas tard, vous regardez l'heure et vous faites oh, il est déjà X heures, et là vous dites mais ça fait des heures que je suis là, je n'ai pas vu le temps passer. Donc cette notion de distorsion, c'est vrai qu'il n'y a aucune réalité hormis celle qu'on lui a donnée, nous en tant que civilisation, pour couper nos journées, pour avoir un avion, pour prendre d'autres trains, pour recevoir quelqu'un maintenant, etc., etc. C'est super intéressant ça. Et Einstein a dit la même chose, qu'une minute, si tu es dans les bras d'une jolie femme, c'est beaucoup plus rapide qu'une minute quand j'ai oublié l'autre exemple. Mais voilà, oui, non, c'est connu justement que le temps est subjectif. Il est relatif. Ouais. Einstein, c'était son principe, quoi. Un des principes, la relativité. Et c'est là où c'est intéressant. C'est comme nous, on le reprend en Silva, comme vient de le dire Lee, cette notion est subjective. C'est-à-dire que c'est nous qui notons quelque chose par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez. Moi, j'ai un truc qui est très marrant. Un même chemin, si je le fais à l'aller ou au retour, j'ai toujours l'impression que le retour est plus rapide que l'aller. Je ne sais pas pourquoi. Et à chaque fois, que ce soit en voiture, que ce soit en avion, que ce soit en train, c'est le même temps. Et j'ai toujours l'impression que le retour est plus rapide que l'aller. Et depuis toujours. Donc en fait, pour moi, c'est plus rapide de rentrer chez moi que de partir vers quelque chose. D'accord. Donc, sans doute parce que c'est familier, tu l'as déjà fait, ça devient plus automatique, pendant que la première fois, tu dois faire attention, tu es plus conscient dans le moment. C'est intéressant quand même, parce que et moi, ça toujours, doit être la même chose avec les endroits que tu visites quand même régulièrement. Ouais, mais non, parce que tu vois, je vais toujours au même endroit. Admettons, je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner, je mets un temps, je mets le même temps à peu près pour rentrer. Et je trouve que je mets moins de temps à rentrer qu'à y aller. Et vraiment, hein, je me dis, c'est aller vite. Mais je regarde le temps, non, c'est aller comme à l'aller. Sauf qu'à l'aller, j'ai l'impression que c'était plus long. Mais sur toutes les choses, je vais n'importe où, j'ai l'impression que c'est plus rapide de rentrer. Alors que c'est pas vrai, c'est purement subjectif. Subjectif. Alors, le temps est perçu comme une construction humaine. Une impression des recherches suggèrent que la distorsion de temps, au niveau alpha, peut optimiser l'apprentissage et l'entraînement physique. Des joueurs de basketball ayant pratiqué mentalement ont montré une amélioration de 25 points comparable à ceux qui pratiquaient physiquement.
Ah, c'est intéressant ça. Tu sais que ça, alors c'est l'exemple que Lee, elle partage souvent. Alors, je ne sais plus si c'est à la méthode ou si c'est dans Hypnovision ou un des cours d'hypnose. Mais il y a une expérience qu'on souvent on prend en avant, qui est l'expérience de Chicago, qui est donc ces fameux joueurs de basket qui, certains jouaient et tentaient de s'améliorer, d'autres visualisaient et jouaient et tentaient de s'améliorer, et d'autres ne faisaient que shooter et tenter de s'améliorer, visualiser et tenter de s'améliorer. Et on dit que bon, ceux qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui visualisent et observent. Sauf que tu sais que récemment, j'ai écrit un article sur ça. Cette étude, elle n'existe pas. Ouais. Non, elle n'existe pas. Il y en a qui sont assez proches. Si longtemps quand même. Ouais, mais en fait, il y a des mecs qui ont cherché parce que c'est quelque chose qui, depuis des années, ils disent bah voilà, c'est à Chicago, c'est machin, tel truc. Et en fait, le gars, il n'existe pas et l'étude n'existe pas. Et il y a des mecs qui tu sais, il y a des gars qui tentent de débunker les vieilles études qu'on utilise encore comme si c'était normal et en plus qui sont hyper pris en référence. Mais en fait, la référence de base, on ne la retrouve pas. Donc ça, c'est assez amusant. Par contre, pour revenir sur ça, ils ont fait quelque chose de plus récent. Notamment, je crois que c'était avec le cricket. Et ils ont fait à peu près la même chose avec une équipe de cricket. D'une part, pour la gestion du stress, donc ils sont aperçus que tout le travail de visualisation et de travail pour une performance sportive, gestion du stress, mieux gérer les stratégies et tout, ça marchait avec l'hypnose. Et deuxième chose, cette notion-là de visualisation plus action, visualisation tout court, etc. Effectivement, ils ont augmenté avec l'équipe test qui faisait visualisation et entraînement physique. Donc, en gros, bon, celle de Chicago, c'est un petit peu comme ça. Par contre, il y en a plein depuis 10-15 ans qui reprouvent la même chose. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et tu vois, ça c'est amusant parce que moi, je l'ai sorti un nombre de fois aussi en cours. Je disais, bon, alors il y a une expérience qui montre que c'est pas le cas. C'est assez amusant. J'essaierai de te retrouver. J'avais écrit un article dessus. Le problème, c'est que j'ai enlevé le. J'essaierai de te le retrouver parce que c'était assez amusant à constater. Et je m'étais dit, punaise, ça fait combien d'années qu'on sort ça et qu'en fait, il y a. Mais il y a une autre histoire qu'on raconte souvent, que j'ai aussi entendue, mais là, je n'ai aucune preuve. C'était la fameuse histoire de Drink Coca-Cola dans le cinéma. Tu sais de quoi je parle? Justement, pour, ok. Donc, on a testé l'impact d'une suggestion qui était subliminale. C'est-à-dire, on a flashé sur l'écran au cinéma, mais pendant des microsecondes, les gens n'en étaient pas conscients, mais on a flashé les mots Drink Coca-Cola. Et pendant la pause, il y avait une ruée de gens qui voulaient boire parce qu'ils avaient soif, etc. Et là aussi, apparemment, c'est aussi une expérience fictive, mais tout le monde l'a cité depuis des décennies. Ouais. Alors, tu sais que nous, en France, on avait eu pendant les élections de M. Mitterrand, une qui apparemment, et ça c'est réel, c'était dans la pomme de Antenne 2. Oui. On l'a parce qu'il y a des gens qui ont encore les archives et qui s'étaient amusés à voir. Et on voit un moment quand la pomme tourne, il y a le visage derrière de M. Mitterrand à l'époque. Et certains ont dit, ça c'est une expérience subliminale. Donc, est-ce que ça a aidé pour la réélection du président? J'en ai pas la moindre idée. Mais c'est intéressant parce que c'était une réalité. J'ai retrouvé l'article que j'avais fait. Je te le relis rapidement. Donc vous voyez, comme d'hab avec notre méthode Silva, on part toujours sur des choses qui sont annexes et connexes. Donc étude de Silva et imagerie mentale. Je pense que la majorité d'entre vous connaît l'expérience de Chicago. Une étude attribuée à l'université de Chicago, Dr Biasiotto Blassolotto, compare 3 groupes sur 30 jours. Groupe 1, pratique quotidienne du lancer franc, amélioration de 24%. Groupe 2, visualisation mentale des lancers sans toucher le ballon, amélioration de 23%. Pas d'entraînement, aucune amélioration. On nous le sort depuis des années et pour cette raison, la gestion psychocorporelle, je trouvais cela sympa de le voir comme référence pour les améliorations physiques, que ce soit en kiné, en sport, mais aussi dans des comportements du quotidien.
Je reprends le retour d'Emeline avec ses comportements qui commencent à 17h, et parce qu'il y avait eu un post avant. Est-ce que le travail d'imagerie mentale qui a été particulièrement mis en avant par Jon Kappa en hypnose, au lieu de la suggestion verbale ou du complément, ne pourrait pas aussi donner de nouveaux phénomènes post-hypnotiques? Donc là, en gros, mon idée, c'est de dire, on travaille l'imagerie mentale comme on peut le faire en méthode Silva, ou comme Jon Kappa l'a beaucoup fait aussi de son côté, et pour essayer de contourner les comportements dissonants. Bref. Seulement, je ne retrouve pas la référence et je suis tombé sur un site de sceptiques, donc on en parlait la dernière fois, on vous en a reparlé au départ, qui mettent en avant ceci. Donc, les bibliothécaires de l'Université de Chicago, lorsque le sujet a été abordé, n'ont trouvé aucune trace du docteur Biasato. Dès le début, le bureau des suggestions a pensé que cette histoire était un peu louche. Un membre du corps enseignant de l'université est également haltérophile de classe mondiale. En effet, en parcourant PubMed, donc PubMed, vous savez, c'est là où on trouve les publications médicales, etc., Web of Science, WordCat, nous n'avons découvert aucun article ou livre du docteur Biasato, ce qui nous laisse douter de son existence même. Une autre variante de cette histoire ajoute l'affirmation selon laquelle il était un powerlifter de classe mondiale. Chose étrange, pour un haltérophile de renommée mondiale ou un chercheur, il semble qu'il n'y ait aucune mention du docteur sur Google, sauf dans cet article. Aucun résultat pour Jude Biasato ou docteur Biasato n'est disponible sur Google Scholar. Donc aujourd'hui, on sait que Google Scholar, c'est intéressant. Quand vous êtes cité dedans, c'est que au moins quelqu'un vous a pris en référence. Vous savez, c'est de plus en plus utilisé et c'est pas mal. Ça ne vaut pas, bien sûr, PubliMed, etc., mais ça nous permet d'avoir un peu une idée. Il semble que le docteur et son étude soient aussi réels que les paniers que son second groupe a réussi. Et il complète avec cette partie, d'autre part, les bibliothécaires de l'Université de Chicago signalent une autre étude datant de 1960 qui existe bel et bien, avec des résultats similaires. Et là, tu vois, tu te dis, tiens, c'est marrant. L'effet de la pratique mentale a été comparé à celui de la pratique physique sur le développement d'une compétence motrice. Le lancer franc à une main, 144 lycéens ont été répartis. Donc, tu vois, déjà, c'est plus la même histoire. Là, on est avec des lycéens. Ont été répartis en groupes de pratiques physiques et mentales selon leur force de bras, leur intelligence et leur expérience en équipe universitaire, junior ou novice. D'accord, en gros, par rapport à leur niveau. La pratique mentale s'est avérée presque aussi efficace que la pratique physique dans les conditions d'expérience. Une méta-analyse de 94, pourtant sur 35 études. Alors après, les méta-analyses, il y a du bon et du moins bon, mais globalement, c'est pour ils tentent de regrouper les choses qui se ressemblent pour tenter de confirmer une hypothèse qu'ils ont, a révélé que la pratique mentale était efficace, mais pas aussi bonne que la pratique physique. Et c'est pour ça qu'on dit, moi je le vois plus en boxe ou autre, ou au judo, etc., visualiser, pratiquer, et pas simplement visualiser. Bien sûr, si vous ne pouvez rien faire d'autre, visualiser, mais factuellement, il sera toujours mieux de pouvoir faire du physique. Et une étude de 95 a révélé que l'ajout d'exercices mentaux à la formation au maniement des armes à feu pour les recrues de la police était efficace. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent un petit peu, en programmation neurolinguistique, ce qu'on appelle PNL, il y a un type qui s'appelle Anthony Robbins, qui est un gars assez connu, qui dans son bouquin Pouvoir illimité, qui date de 92 ou 95, je ne sais plus, qui parle justement que lui, il a appris à tirer de façon très, très performative grâce à la PNL, donc la visualisation, et il disait, en quelques cours, il arrivait à avoir des résultats très intéressants, alors qu'il n'avait jamais tiré en amont. Donc, le travail mental qui va influer. C'est pour ça, hein, pour nous, Silva, c'est travailler dans votre laboratoire ou avec le miroir de l'esprit, avec une répétition mentale du cheminement que vous avez envie d'améliorer. Le score moyen de gain de tir du groupe de traitement était de 32,86 points, supérieur au score du groupe témoin. Ça, c'est intéressant. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire 32 points, mais apparemment, c'était quand même pas mal. Il était intéressant de noter qu'ils ont également constaté que les recrues qui pensaient que la pratique mentale les aiderait étaient celles qui bénéficiaient le plus, peut-être parce qu'elles y travaillaient plus dur. Chose intéressante. Du coup, on rentre aussi sur cette notion de
pour reprendre Jerry Kine, il est intéressant que quand vous alliez dans une démarche qui est la vôtre, il faut que vous pensiez que la démarche que vous mettez en place va fonctionner pour vous et pas qu'elle peut fonctionner pour vous. La différence, elle est importante. Quand vous allez faire la méthode Silva en disant tiens, bah là, je vais tenter d'améliorer quoi. Non, je veux améliorer ma santé physique, me sentir mieux, passer une étape d'un point de vue psycho sur quelque chose. C'est pas se dire je fais la méthode Silva et j'espère que. C'est je fais la méthode Silva et je crois que ça va fonctionner sur moi. C'est une des lois de l'esprit de Kine, hein, quoi, selon lui, mais cette notion, elle change. Et là, on le voit sur ce type d'études-là. Il faut croire que ce que l'on met en place va vous apporter du positif. Oui. Et pas... La formule en Silva qui arrive à plusieurs techniques, je veux et je vais. Donc, c'est pas je veux et j'espère, ou peut-être c'est je veux me souvenir d'un rêve, par exemple, et je vais me souvenir d'un rêve. Oui. Exactement. La notion de... Certes, au départ, vous pouvez douter, c'est pour ça qu'il y a le départ. Mais au bout d'un moment, quand vous avez des feedbacks, dites-vous, bah là, j'ai réussi, point de référence, et bah je sais que ça marche. Je l'ai déjà eu, mes points de référence en sont des preuves, hein, ce qu'on appelle ressources pour les hypnotistes. Et parce que j'ai ces ressources qui sont des preuves, bah, je peux le faire. Donc maintenant, j'arrête de me dire, j'espère que ça va marcher aussi cette fois, mais se dire, ça va marcher parce que j'ai déjà des preuves que ça va marcher. Vous voyez la notion. Et du coup, bah, votre visualisation, votre travail en alpha, votre cheminement intérieur, il sera plus impactant que si vous étiez juste en train de vous dire « Ah bah j'espère que ça va marcher ». Le mot « j'espère », moi je suis revenu dessus. Hein. J'étais très to try et to hope. Donc espérer, essayer, ils sont interdits en hypnose. Et puis, il y a un auteur, alors c'est marrant parce qu'à chaque fois j'oublie son nom, un auteur américain du 19e siècle qui finit par Son, mais je ne me souviens plus qui en gros a écrit un bouquin sur les essais. Et qui disait, mais en fait, essayer, c'est très bien, parce que essayer, c'est ce qui permet un jour de réussir et de croire qu'on peut toujours aller un peu plus loin. Et du coup, j'ai vachement changé. C'est pas Elliotson, parce que ça, c'était un hypno. Il y a un Son, je vous le retrouverai, un de ces quatre, mais là, ça fait un paquet de temps qu'il me frotte dans la tête. Et c'était un auteur que j'entendais beaucoup parler, notamment des anciens, type Joseph Murphy, etc., Napoléon Hill et autres, comme étant vraiment une figure de référence psychophilo du 19e siècle. Bref, et du coup, maintenant, moi, l'essai, je le prends beaucoup plus comme quelque chose de positif, mais parce que j'ai changé ma croyance au travers de ça, hein, c'est juste ça. Et du coup, bah, au début de Silva, essayez jusqu'à ce que vous ayez un point de référence qui vous dise « ça, c'est OK pour moi », et du coup, croyez, je sais et je vais parce que je crois que ça fonctionne. Je formalise une croyance ouverte et pas une croyance qui me limitera. Il semble donc que la pratique mentale améliore les performances, mais pas autant que la pratique physique. Elle peut toutefois être combinée à la pratique physique, ce qui peut s'avérer particulièrement bénéfique lorsque les ressources pour la pratique physique sont limitées. Cependant, l'étude citée dans l'article original semble avoir été inventée de toutes pièces. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Et ce que je te disais, donc je disais après, il y a une étude plus récente, donc que j'ai trouvée dans quel journal. Détail de l'étude, donc Dr Harish, blabla, c'est en Inde. Mesurer l'effet de la technique d'imagerie mentale induite par état hypnotique pour la performance des joueurs de cricket. Alors, je vous rappelle aussi, pour ceux qui ne nous suivent pas depuis 3 ans là, avec nos podcasts, on vous avait fait avec Lee, on vous avait parlé un petit peu de méthode Silva et Sport. Et dans méthode Silva et Sport, j'avais trouvé des vieux articles qui étaient, je crois, de l'équipe de Chicago ou des Cubs de Chicago en baseball, où un des gars, un des principaux batteurs ou lanceurs, je ne sais plus, avait mis en avant la méthode Silva parce que ça lui avait permis d'accroître son taux de réussite en baseball. Alors, je ne sais plus qui exactement, hein, mais la méthode Silva a déjà été utilisée dans ce cheminement-là. Donc, pour moi, avec lui, on en avait un peu parlé il y a 1 ou 2 ans. C'était un truc qui m'intéressait beaucoup. J'ai beaucoup fait faire à mes élèves la visualisation, la répétition des techniques en alpha, etc. Et où il y avait vraiment un gain et une confiance dans les choses qui avait augmenté. Donc ça, c'est intéressant. Après, c'est très subjectif aussi, mais c'est quelque chose d'intéressant, notamment quand on a un champion de baseball qui remporte un titre et qui met la méthode en avant. Donc,
Participants, 22 joueurs universitaires. Outils de mesure, questionnaire d'imagerie sportive de Martins, incluant 4 composantes, pratiquer seul, pratiquer avec d'autres, observer des équipiers, se voir en situation de compétition. Et en gros, ils ont vu meilleure prédiction de la performance et imagerie de situation compétitive, suivi de pratiquer avec les autres, observer ses coéquipiers, enfin pratiquer seul. Donc en gros, ils se sont rendus compte que le travail était vraiment impactant et pouvait induire une amélioration de la performance et l'imagerie en situation de compétition leur permettait d'avoir de meilleurs feedbacks. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc tout ça, on retrouve ces principes dans la méthode depuis longtemps et c'est intéressant de voir que les références parfois qu'on prend, elles sont un petit peu pas toujours justes, mais de facto, elles sont justes parce qu'aujourd'hui, on l'a reprouvé d'une autre manière. Et en fait, ça me fait penser que les gens qui n'utilisent pas ça, et disent « Oh, ça ne peut pas marcher », normalement, en fait, ils ne se rendent pas compte, mais inconsciemment, ils sont en train de visualiser l'échec, les difficultés. Je me demande qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, ils visualisent des choses négatives pour leur performance. Complètement. Et en fait, ils sont très puissants à la visualisation dans le mauvais sens quand même. Bien sûr. C'est là où beaucoup d'auteurs vont dire, notamment en auto-hypnose et autres, c'est des croyances limitantes. C'est ça qu'il faut que vous fassiez sauter, c'est-à-dire croire que ça peut ne pas marcher ou croire que ça ne marchera pas. De toute façon, la croyance étant la croyance, autant modifier la croyance pour que la croyance soit constructive. Parce que croire que ça ne marche pas ou croire que ça marche, il se passera ce qui se passera. Mais du coup, croire que ça peut se passer, ça peut augmenter le pourcentage que ça se passe. Donc, autant faire en sorte d'améliorer au travers de la croyance qu'on décide de choisir, ou de constituer, ou de créer. Parce qu'au bout du compte, croire que votre croyance initiale, c'est une croyance qui est juste, c'est faux. C'est une croyance qui a été construite. Et à dire, oui, mais moi, j'ai cru ça pendant des années. OK, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est juste que tu as adhéré à ça. Et autant construire une croyance sur laquelle on peut se dire, maintenant, je crois autre chose. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours simple comme ça, encore que l'hypnose, j'étais en train de penser à la pyramide de Diels en PNL, etc. C'est des cheminements pour modifier les croyances et se dire, en fait, c'est moi qui détermine les croyances qui me constituent et donc qui constituent ce qui fonctionne, on va dire, en fond dans mon esprit. Et quand tu dis, justement, on ne peut pas garantir que ça arrive, mais ça augmente la possibilité quand même, ça me rappelle un petit garçon qui avait fait le séminaire enfant. Alors, lui, il aimait beaucoup courir, il aimait les courses à l'école, mais il était tout petit, il avait des petites jambes et il avait envie d'aller mieux. Et quand on était arrivé au fait de vivre à l'esprit, il dit, mais est-ce que ça veut dire que si je visualise que je suis gagnant, je serai toujours le gagnant? Et j'ai été obligée de lui dire, non, on ne peut pas garantir, mais c'est beaucoup plus possible. Mais le contraire, c'est si que tu dis, je ne vais jamais gagner, là, c'est 100% garanti quand même. Ouais, mais c'est un super recadrage. N'oubliez pas, sur la croyance, il ne faut pas que vos croyances soient n'importe quoi. Et dans la méthode, on vous le dit souvent, il faut que vos objectifs ils soient acceptables pour vous, réellement. Si réellement tu me dis, mais moi, je peux être marathonien, faire ça, et gagner des millions, si réellement c'est un truc que tu es persuadé et pas une histoire que tu te racontes, c'est ça la nuance, tu peux y arriver. Il n'y a aucun problème. Tu peux. En tout cas, tu vas ouvrir un maximum de portes pour y arriver. Par contre, si tu racontes ça, dire je veux tout ça, mais en fait, tu n'y crois pas du tout, c'est une perte de temps. Et en plus, c'est une déception à venir. Du coup, tu te dis, ces systèmes, ils ne servent à rien. Non, c'est toujours lié à une possibilité. Oui. Même si la possibilité est élevée, ça reste une possibilité. Par contre, dès que ça devient du fantasme, là, il faut mettre de côté. Justement. C'est un château en Espagne, comme on dit. Ouais, exactement. On va s'arrêter là pour la première partie. On va continuer, nous, dans quelques instants. Et vous, d'ici 2 jours, si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à les partager. On y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. À très vite. Ciao, ciao.